Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais sorti la vidéo sur Aegon le Conquérant. Non seulement la toute première vidéo de ma chaîne, mais aussi la toute première vidéo de notre playlist sur les rois de Westeros. Et j'avais fini cette vidéo en vous disant que, après Aegon, Westeros allait connaître un panel de rois, un panel de personnalités. Et parmi ces personnalités, j'ai dit qu'il allait avoir des rois faibles. Et c'est exactement un des rois que l'on va voir aujourd'hui, Aenys, qui était particulièrement connu pour sa faiblesse d'esprit. Chaos isn't the pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them, and some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. En l'an 7, Aegon le Conquérant va avoir son premier fils. Et ce fils, c'est justement Aenys. Il l'a eu avec sa femme Rhaenys. Si vous avez bien suivi la première vidéo, c'était une des femmes, enfin c'était celle parmi ces deux femmes qu'il affectionnait particulièrement. Mais il y a une chose qui frappe tout de suite quand Aenys est né, c'est qu'il est faible. Il est vraiment très faible. On dit qu'il a les yeux tout le temps il a tout le temps les larmes aux yeux. D'ailleurs, on avait très peur pour sa santé quand il est né. On pensait qu'il allait pas survivre. Et dites-vous qu'il paraît tellement frêle que des gens pensent que c'est un bâtard. Il ressemble tellement pas à Aegon le Conquérant, qui est plutôt robuste, qui est fort, que vraiment les gens pensent que c'est un des prétendants de Rhaenys, qui est le père, et non Aegon le Conquérant. D'ailleurs, il refuse de prendre le sein d'une autre femme. Il veut absolument celui de sa mère et son lait. Mais quand son œuf de dragon va éclore, et puisque lui son dragon ça va être Quicksilver, on dit qu'il commence à reprendre quand même des forces. Cependant, comme vous le savez, Rhaenys va mourir. Elle va mourir à Dorne. Pour savoir comment, faut aller voir ma première vidéo. Et ça va profondément affecter Aenys, même si à ce moment-là, il est encore un tout petit bébé. Mais en fait, lui qui avait déjà appris à marcher, qui avait déjà appris à un peu parler, mais il semble avoir perdu tous ses acquis. Il sait plus parler, il sait plus marcher. Et justement, à la mort de Rhaenys, ça a eu beaucoup de conséquences, parce que plusieurs pensaient que Aegon allait prendre une autre femme, parce que il n'y a toujours pas d'enfant en fait. Sauf qu'à l'an 11, donc quand même pas mal de temps après la naissance de Aenys, Maegor naît. Et cette fois-ci, c'est le fils de Visenya. Et là, il est tout le contraire de son frère, ça veut dire qu'il est 3 fois plus grand, 3 fois plus robuste, vraiment une machine de guerre dès sa naissance. D'ailleurs, je vais pas trop vous faire le portrait de Maegor, parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo, mais par exemple, à titre d'anecdote, dès 3 ans, Visenya lui fout une épée en bois dans la main, quoi. En mode, va au taf, en fait, va au travail. Alors que Aenys, lui, c'est tout l'inverse. Il a pas du tout le goût pour les combats. Il reçoit des conseils de la garde royale, il reçoit des conseils de son père, qui va même plusieurs fois lui donner son épée Blackfire. Mais en fait, lui, il refuse, il déteste ça, il aime pas du tout se battre. Et d'ailleurs, on dira qu'aucun chant ne sera dédié en fait à sa force. Par contre, il a une très belle voix, il est beau, il a des admiratrices et il adore monter sur son dragon. Je pense que vous le savez, mais dans l'ancien Valeria, il y a une tradition qui est d'épouser son propre sang. Cependant, à Westeros, il y a la foi des Sept qui s'y oppose fermement. La foi des Sept, elle condamne les relations incestueuses, elle qualifie ça d'abomination. Et c'est d'ailleurs assez surprenant que les Septones et tout ça n'ont pas condamné le mariage de Aegon et de ses sœurs. Mais en fait, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas autorisé et ils l'ont pas condamné. En fait, ils sont juste pas exprimés dessus. Je pense que la situation avec des 3 dragons fait que ils se sont dit bon, on n'a pas trop notre mot à dire. Et du coup, par habitude, tous les Septones qui se sont enchaînés n'ont pas condamné ce mariage. Mais du coup, pour ce qui est de Aegon et ses fils, la question ne se posait même pas puisqu'ils n'avaient pas de filles. Donc ils vont aller chercher leur épouse ailleurs. Par exemple, en l'an 22, Aenys va épouser Alyssa. Ils ont tous les deux 15 ans et elle, c'est une Valarion. Et c'est la fille du coup du maître des navires. Ils étaient cousins tous les deux, puisque si vous vous souvenez bien, la mère de Aegon le Conquérant était elle-même une Valarian. Et les deux ne perdent pas de temps, puisque l'année d'après, ils ont une fille qui s'appelle Rhaena, qui était une enfant très joyeuse en fait. On dit même que le prince Aenys a pleuré la première fois qu'on lui a mis dans ses bras, parce qu'elle lui rappelait justement sa mère. Du coup, tout le monde est super content, tout le monde fait la fête, sauf une personne,
Visenya. En fait, ça lui rappelle tout simplement que son fils recule d'un pas dans la ligne de succession, en fait. Du coup, elle s'est dit: «Mais en fait, vous inquiétez pas, j'ai une solution au problème». Il n'y a absolument pas de problème, c'est juste elle qui est à fond sur la succession et elle propose en gros que Reina, cette fille, qui vient juste de naître, épouse son fils Maegor qui a 11 ans. Sauf que là, woup! Qu'est-ce qui se passe? Le grand Septon envoie, une lettre, à Aegon le Conquérant lui disant: «Oh, oh! Petit rappel, les relations incestueuses sont interdites à Westeros. Voilà. Par contre, si vous voulez, je peux bien vous donner ma fille, qui est Cerise Hightower. Et Aegon le Conquérant, il est conscient qu'il faut se rapprocher des religieux, et donc il accepte cette union. Donc en l'an 25, Maegor, qui a 13 ans, va épouser Cerise Hightower, qui en a 23. Voilà. Tout le monde était quand même d'accord que même si Maegor, il avait 13 ans, il faisait pas enfant face à Cerise. En fait, on voyait pas trop la différence entre les deux. Genre, en fait, tellement, ça, je vous dis ça pas pour banaliser l'acte, mais pour vous dire qu'en fait, Maegor, il était vraiment imposant, quoi. Même pour son âge, il faisait vraiment homme. Et d'ailleurs, lui-même va dire qu'il a consommé 10 fois le mariage. Voilà. Et le lendemain, il va dire tout fièrement: hé hé, j'ai fait un fils pour la maison Targaryen la nuit dernière. Et effectivement, un an après, naît un fils, le fils d'Ennis, et pas celui de Maegor. Effectivement, il va y avoir Aegon qui va naître, et lui, il n'a rien à voir avec son père. Il ressemble plus à son grand-père. C'est-à-dire qu'il est robuste, et ça, c'est même Aegon le Conquérant lui-même qui va le reconnaître en disant qu'il a tout, en fait, d'un guerrier. Et du coup, toutes les interrogations sur la succession, de est-ce que c'est Rhaena qui va prendre cette succession et tout, étaient totalement réglées, puisque c'est logique que ça allait être Aegon le prochain, en fait. Et du coup, à ce moment-là, Alyssa et Aenys ne s'arrêtent pas. Ils enchaînent les enfants. En l'an 29, ils ont Viserys. En l'an 34, ils ont Jaehaerys. Et en l'an 36, ils ont Alysanne. Et je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vais vous faire toute une vidéo sur elle, sur Rhaena. Mais elle était complètement enchantée par la naissance de ses frères et ses sœurs. C'est elle-même qui a choisi des œufs de dragon qu'elle a placés sous le berceau, ce qui va faire naître une certaine tradition. Mais si elle, ça la rendait très heureuse, c'était pas le cas pour Visenya et Maegor, parce qu'à chaque enfant, il voit Maegor reculer et reculer, et il reculait dans ses droits, en fait. Et pour certains, même Rhaena, une fille, passait avant Maegor, en fait. Je vous passe aussi tous les exploits de Maegor le Cruel, parce que forcément, on va plus en parler dans sa vidéo dédiée à lui, on va faire tout son portrait et tout ça, mais autant vous dire que c'est un combattant d'exception, en fait. Il bat à 16 ans, il est déjà chevalier, et il fait des ravages, en fait. Il bat des 3 chevaliers dans un tournoi, vraiment, il est exceptionnel sur le champ de bataille. Mais il y a une chose qui fait jaser sur Maegor le Cruel, c'est le fait que sa nièce de 12 ans ait un dragon et vole dans les cieux avec lui, mais que lui n'est toujours pas son dragon. Et je vous signale que Aenys, lui, en a un Quicksilver. Et en fait, il y a même Alysanne, la femme du prince Aenys, donc son frère, qui va un peu le taquiner en lui disant est-ce que mon beau-frère aurait peur des dragons? Et lui, il est fou de rage, et il lui dit qu'il n'existe qu'un seul dragon qui est à sa hauteur. Et ça, on y reviendra plus tard. Et je pense que je n'apprends rien à personne quand je vous dis que Aegon le Conquérant meurt. De toute façon, c'était sur ça que s'est terminée ma précédente vidéo. Et à ce moment-là, Aenys, lui, il est au jardin. Donc il revient et on le couronne roi. Donc il y a tout le monde qui s'agenouille devant lui, et vient le tour de Maegor. Et il s'agenouille, effectivement. Sauf que Aenys va s'agenouiller, va l'embrasser et va lui dire mon frère, tu n'auras plus jamais à t'agenouiller, puisque l'on va régner ensemble, toi et moi. Ensuite, il va lui faire cadeau de Blackfyre, qui était l'épée de leur père, et que c'est une épée quand même monumentale, enfin, voilà, iconique. Et il va lui dire que qu'il est beaucoup plus apte à porter cette épée que lui. Et il lui dit, utilise-la à mon service, et j'en serai le plus heureux. Ensuite, Aenys va direction Old Town pour se faire comme bénir, on va dire. Et il va faire il va faire le tour de tous les châteaux. Cependant, il y a quand même certaines personnes qui jasent un peu dans le royaume, dont Visenya, parce qu'ils disent que en fait, le royaume a besoin de quelqu'un de fort, et que cette personne forte, c'est Maegor et c'est pas Aenys. Et d'ailleurs, Visenya va dire que Aenys est totalement au courant de ça, parce que sinon il aurait, enfin ça se voit, parce que sinon pourquoi lui avoir donné en fait Blackfyre. Et justement, Aenys va pas tarder à être testé en tant que roi. Parce qu'en fait, le livre nous dit que les enfants grandissent.
et que les fils des seigneurs qui ont été contraints de ployer le genou, qui ont été brûlés, bah, eux, ils grandissent et ils se souviennent, en fait. Et plus que ça, plus de la souffrance, ils se souviennent de la liberté, en fait. Ils se souviennent ce que ça faisait, en fait, de pouvoir récolter les taxes, les impôts, sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation d'un roi. Et voilà, en gros, ils se disent que les chaînes qui ont été forgées par un dragon, par le dragon, peuvent être brisées. Et que c'est le moment de frapper puisque le roi est faible. Et que maintenant, ils peuvent reprendre cette liberté. Et la première révolte, elle a lieu au Riverland, et plus précisément à Harrenhal. En fait, le château, il a été donné à un Canton Coeris, un truc comme ça. Et quand il meurt, c'est son fils qui va reprendre la tête du château. Sauf qu'on a un problème. Ce fils-là, c'est un gros pervers. Je vous le dis clairement, c'est un gros pervers. En fait, il fait constamment le tour des mariages parce qu'il veut appliquer le droit à la première nuit. Je vous ai déjà parlé de ce droit à la première nuit dans ma précédente vidéo. En fait, c'est le droit pour un seigneur de coucher avec la mariée. Il a le droit à la première nuit de la mariée. Alors lui, il ne loue pas une occasion. Hein. Tous les mariages, il est là. Tous les mariages, il veut la marier. Voilà. Et plus que ça, en fait, il va s'attaquer aux filles et aux femmes en fait, de ses propres employés. Sauf qu'un jour, il y a un père d'une des filles qu'il a honoré qui va ouvrir la porte à quelqu'un qui s'appelle Arène the Red, donc Arène le Rouge. Et en fait, celui-ci prétend être le fils, enfin en tout cas un descendant de Arène the Black. Si vous ne vous rappelez plus c'est qui Arène the Black, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur Eagle de Conquérant, puisqu'on a vraiment beaucoup parlé de lui. Et du coup, l'employé lui ouvre les portes parce que il a une haine contre le Seigneur. Et ils vont le chercher justement ce seigneur dans son lit et ils vont lui couper les parties génitales. Et ce Arène the Red va se proclamer le roi du Rivers. Rien que ça. Donc, le Lord Tully, celui qui règne sur le Riverland, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le roi, enfin plutôt il lui envoie une lettre, il lui dit mais bouge tes fesses, monte sur ton dragon et viens nous aider parce que là c'est la merde au Riverland. Sauf que Aenys, je vous le dis, il est traumatisé. En fait, comme je vous en ai parlé au début de vidéo quand je vous ai fait son portrait, la mort de sa mère, ça l'a complètement traumatisé. Il a une peur bleue des guerres, et je pense qu'il a encore plus une peur bleue d'utiliser les dragons dans une guerre. Et donc il disait au Lord Tully, non, mais rassemble tes banneriers, et après, je viendrai. Et justement, c'est que lorsque le Lord Tully a rassemblé 1 millier de banneriers, qui décida enfin de se mettre en marche. Sauf que quand ils arrivent au royaume, en fait, le royaume est vide. Il a été mis à sang et Arène the Red s'est enfui dans la forêt. Voilà. Et en fait, il a à peine le temps de retourner à King's Landing, donc au royaume, qu'il y a des nouvelles de partout, en fait. Par exemple, au Val, le seigneur qui régnait, il s'est fait emprisonner par son propre frère, qui s'est lui-même revendiqué le roi. Aux îles des Fers, vous savez qui est revenu? Vous vous rappelez celui qui est parti dire je m'en vais demander conseil à mon père? Eh ben, ce qui paraît, il est revenu. Voilà, effectivement, c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. Je pense qu'on est tous pas bêtes, voilà. Il dit que c'est bon, qu'il a fini de rendre visite à son père et qu'il est de retour, quoi. Ensuite, à Dorne, il y a quelqu'un aussi qui se revendique roi. On appelle the Vulture King. Et en fait, la princesse de Dorne l'a dénoncé, a dit qu'elle condamnait ses actes parce qu'en fait, cette personne, elle veut se venger de tout le sang qui a été coulé à Dorne par les conquérants. Et je dois avouer hein, qu'à ce moment-là, Aenys m'a vraiment fait de la peine. Parce qu'en fait, il n'était pas en colère, il était juste en fait dans l'incompréhension. En fait, Aenys, il voulait vraiment faire bien les choses. Oui, ok, il a des défauts, il est faible et tout ça, mais il voulait vraiment faire de bonnes choses. Et quand il reçoit toutes ces nouvelles, quand il reçoit que tout le monde se révolte et tout ça, lui, il est vraiment dans l'incompréhension et il demande vraiment à ses conseillers, mais est-ce que j'ai blessé ces personnes? Est-ce que je leur ai fait offense? Je ne comprends pas. Il dit, je pensais que tout le monde m'aimait. Et il dit même, s'ils étaient venus me parler, je les aurais écoutés. Et je pense que ça m'a vraiment fait de la peine parce que, au fond, oui, c'était un roi faible, donc ça, on peut pas dire que c'était un bon roi, mais c'était quand même un roi qui pouvait être à l'écoute, et je pense que ça n'aurait pas du tout été un roi cruel. Et si en fait le peuple était sage, je pense que ça aurait été un très bon règne, malheureusement. Malheureusement, c'est pas le cas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messages à tous les seigneurs en leur disant que, en fait, il veut comprendre les raisons. Donc, il leur demande pourquoi est-ce qu'ils font ça. Il veut savoir.
Et d'ailleurs, il a tellement peur aussi pour leur sécurité, parce que je vous signale que Aren the Red, il s'est enfui. Donc le mec, il vagabonde dans les forêts, près du royaume et tout ça. Donc il envoie sa femme et ses enfants à Dragonstone, juste pour être sûr. Et il met en place un plan. Au début, il veut envoyer ses hommes et enfin sa main et ses hommes au Val pour régler ce problème, vous savez, du frère du seigneur qui l'a enfermé. Sauf qu'il se dit, attends, il y a encore Aren the Red là qui traîne quelque part. Donc il change de plan. Il change de plan. Il envoie plutôt sa main et ses hommes chercher Aren the Red et il réunit son conseil pour savoir ce qu'ils vont faire des autres rebelles. Retournons au Val un peu. Parce que au Val, du coup, vu qu'ils ont vu que le roi n'arrivait pas, bah, ils se sont dit, en fait, on va se bouger, en fait. Du coup, les bannerets se sont organisés et les bannerets bah, sont allés faire la guerre au, à l'usurpateur, en fait. Et, et du coup, ils gagnent les batailles au sol. Franchement, le frère qui a emprisonné son propre frère et du coup son seigneur, il n'avait pas non plus énormément d'hommes, donc il se fait très vite battre. Et il leur dit, mais en fait, tu vas nous rendre notre seigneur. Et du coup, le frère, il dit, d'accord. Et du coup, il leur rend le seigneur à travers the Mundor. Vous vous souvenez dans Game of Thrones, la grosse porte là qui donne sur le vide? Bah, c'est comme ça qu'il va le rendre son seigneur. Ce détail m'a fait rire. Ce détail m'a fait rire, je vous avoue. Le fait qu'il accepte de le rendre et il jette le corps par-dessus la porte. Et du coup, en fait, vous vous souvenez ce que je vous disais tout le temps sur le Val, c'est que c'est un château imprenable. Vraiment, c'est un château, bonne chance pour le prendre. Et du coup, il se dit, mais en fait, ils n'arriveront jamais à venir me chercher. Donc, je vais faire un siège. Et effectivement, du coup, il fait un siège. Sauf que tout à coup, qui apparaît? Mégor le Cruel. Et pas n'importe comment. Et pas sur n'importe qui. Sur Balerion, la terreur. Effectivement, cet homme qui avait dit qu'aucun dragon n'était à sa hauteur, à part un seul, il parlait du dragon de son père, Balerion la terreur. Et je comprends pourquoi il a dit ça, parce qu'on rappelle que Balerion vient de l'ancien Valeria, et que donc le mec, c'est vraiment une bête. Il est immense. Vraiment, c'est le plus grand dragon. Et du coup, bah, il met très vite, voilà, hein, très vite, les gens abandonnent, quoi. Les gens se rendent, et ils rendent le... Et en fait, celui qui s'était proclamé roi et qui avait tué son frère, bah, il subit le même sort, lui-même se fait jeter à travers The Mundor. Et très vite, en fait, ceux qui sont rendus, le livre nous dit qu'ils ont peut-être échappé au feu, mais ils n'ont pas échappé à la mort. Et en fait, pour Mégor, c'est simple. Les traîtres, ils n'ont pas le droit à une mort honorable, ils n'ont pas le droit à la mort par l'épée. La seule mort à laquelle ils ont droit, c'est la mort par pendaison. Ils ont droit qu'à la corde. Et même ceux qui ont un titre, c'est-à-dire qui viennent de la haute société. Du coup, le problème au Val se règle. Ils sont tous pendus, nus, sur les murs. Mais il reste par exemple les îles de fer. Et ça aussi, ça va se régler parce que les Greyjoy vont s'en charger. En fait, tout simplement. Ils vont tuer le mec qui se proclame être roi. Ils vont envoyer sa tête à King's Indic. Et Aenys, il est vraiment fou de joie. Et il est tellement heureux qu'il dit au seigneur Greyjoy qu'il peut demander ce qu'il veut et qu'il exaucera son souhait. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il demande. En fait, il demande tout simplement à avoir le droit de chasser tous les septas et les septones de son île qui essayent de convertir les fermiers à la fois des sept. Et du coup, Aenys n'a pas d'autre choix que d'accepter cette requête. Et il nous reste deux rebelles, Adorn et Aren the Red. La plus grande, c'est clairement Dorne. Parce que même si la princesse a dit je ne suis pas avec lui, qu'elle a dit qu'elle ne le soutenait pas et qu'elle a condamné ses actes, il y a des rumeurs comme quoi elle le finance, comme quoi elle lui envoie des hommes. On ne sait pas si c'est vrai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le rebelle, celui qui se proclame roi, il a environ 30 000 hommes. Il a vraiment une armée de malades et ça fait peur. Du coup, il divise son armée en deux. Il y a une partie de l'armée qui va se battre avec Horys Baratheon. Est-ce que vous vous souvenez de Horys Baratheon? On en a parlé dans la première vidéo. Horys Baratheon, c'est le demi-frère bâtard de Aegon le Conquérant. C'est le premier de la lignée des Baratheon. Et vous vous rappelez qu'il a même été main du roi et tout ça. Et sur le champ de bataille, il va se retrouver face à qui? Face à Will Walters. Ça vous dit rien? Mais attendez que je vous raconte la suite, ça va vous dire quelque chose. Horys Baratheon le regarde et lui dit ton père m'a pris ma main, donc je vais prendre la tienne. Si vous vous souvenez bien, Horys Baratheon a déjà mené la guerre contre Dorne lors de la conquête et il a été fait captif. Et qu'à un moment, les Dorniens ont dit on vous rend les captifs parce qu'il a été fait captif avec plein d'autres lords en échange de leur poids en or. Ce que le conquérant a accepté.
Et sauf que quand ils les ont rendus, il leur avait coupé la main avec laquelle ils se servaient de l'épée, en disant qu'ils ne prendront plus jamais les armes contre Dorn. Et du coup, aujourd'hui vient le jour de sa vengeance, puisqu'il se retrouve face au fils de celui qui lui a fait ça. Et du coup, effectivement, il prend sa main en paiement, et pas que, il va prendre ses pieds et son autre main, voilà, et il va dire que ça, c'est pour les intérêts. Et chose assez cocasse, c'est qu'il va mourir sur le chemin du retour, mais son fils dira qu'il est mort le sourire aux lèvres, et qu'il avait genre mis comme une sorte de guirlande devant sa tente, parce que vous savez, ils ont dû faire des tentes parce que le voyage est long, avec les pieds et les mains qu'il avait arrachés, quoi. Je pense que le mec, c'est pas passé. C'est pas passé. Pendant des années, il a dû rêver de sa vengeance. On se rappelle notamment qu'il avait qu'il avait démissionné en tant que main du roi en disant qu'une main du roi devait avoir sa main. Voilà. Et du coup, il reste l'autre moitié des hommes de Dorne. Et ça va être les Tarly qui vont s'en charger. Et en fait, ça va être très vite réglé pour la simple et bonne raison qu'ils étaient beaucoup et qu'ils n'étaient pas entraînés. Donc en fait, ils ont très vite abandonné, ils ont très vite fui. Et du coup, ils ont attrapé celui qui se proclamait roi. Et bah, forcément, ils l'ont mis tout nu, ils l'ont enchaîné. Et cette personne est morte de soif. Voilà. Et il reste un dernier rebelle. Arryn the Black. Ah, non, excusez-moi. Arryn the Red. Et en fait, il va très vite être attrapé par justement la main du roi. C'est parce que, je me souviens bien, il est parti à sa recherche avec les hommes du roi. Il va être attrapé et il va pas se laisser faire parce qu'il va clairement tuer la main du roi. Et après, mais il va se faire quand même tuer. Et après ça, du coup, tous les rebelles sont tués. Tout va bien pour Aenys, tout s'est arrangé. Il a eu une grosse vague de peur auquel ces hommes ont très vite mis fin. Du coup, il va féliciter en fait tout le monde. Il va féliciter les Tarly, il va féliciter, bon, pas sa main puisqu'elle est morte, mais toutes les maisons qui ont participé, il va vraiment leur donner honneur, titre, récompense. Mais celui qui va le plus féliciter, bah, c'est son frère Maegor, auquel il est super reconnaissant, et il va le nommer main du roi. Et en fait, détail assez mignon, c'est qu'à ce moment-là, du coup, il y a un fort lien qui se crée entre eux, et il va y avoir 2 œufs qui vont éclore. Et en fait, on va prendre ça comme un signe, en fait, comment dire, la réconciliation, même si c'était pas vraiment disputé, des fils du dragon. Sauf que cette paix entre les fils du dragon, elle va pas durer très longtemps. En fait, le livre insiste sur une chose, c'est que vraiment, c'est le jour et la nuit. Et Aenys et Maegor, c'est le jour et la nuit. Je vous ferai le portrait de Maegor plus tard, mais Aenys, c'est vraiment quelqu'un qui aime sa famille, qui aime sa femme, qui aime ses enfants, qui est aimé de tous et qui aime être aimé. En fait, il parle toujours bien aux gens, il répond toujours gentiment, il aime pas les épées, il aime plutôt la science, l'astronomie, l'astrologie, pardon. Euh, il- Lui, il prend plus de plaisir dans ça, dans les chansons et tout. Euh, et du coup, en fait, c'est une chose assez cocasse qui va mettre fin à cette paix, c'est qu'au bout enfin 2 ans plus tard, après qu'il est nommé main du roi, il va y avoir une naissance. La fille, en fait, le roi Aenys va avoir une autre fille. Cette fille s'appelle Veila et elle va mourir. Là, jusqu'ici, vous me dites, mais en quoi ça va faire que les frères vont se disputer? En fait, cette naissance, elle a fait dire à Maegor, mais putain, moi j'ai toujours pas d'enfant. Parce que je vous signale, Aenys à ce moment-là, il a Rhaena, il a Aegon, il a Viserys, il a Jaehaerys et il a Alysanne, pardon, et il vient d'avoir Veila. Il vient d'avoir son 6e enfant. Et Maegor n'en a toujours pas un seul. Et donc en fait, Maegor, il se dit ça suffit. Du coup, il dit que sa femme est stérile et il dit qu'il va prendre une autre femme qui est Alice Harroway et qui est la fille du lord de Harrenhal. Et là, en fait, c'est le choc dans le royaume, en fait. Parce que sa femme, Cérise, elle est absolument pas d'accord, déjà. Et d'ailleurs, il y a une dispute, du coup, qui va éclater entre le roi Aenys et son frère Maegor. Mais ça va rien changer. Ça va rien changer parce que Maegor va rester vraiment borné sur son idée. Il y a même le père de Cyrus, que je vous rappelle, qui est quand même un homme religieux, voilà, et qui est le Lord Hightower, qui va envoyer une lettre vraiment foudrage et qui va dire qu'en fait, lui, il n'est pas du tout content, qu'il accepte pas du tout ça et qu'en fait, il a intérêt à mettre de côté Alice et à reprendre sa femme Cyrise, et il va même jusqu'à appeler la deuxième femme de Maegor la pute d'Harrenhal, voilà. Et il dit qu'en fait, personne, aucun homme religieux, aucun homme de foi et aucune femme de foi
ne va ployer le genou face à leur future progéniture, en fait. Mais comme je vous ai dit, Maegor ne cède pas. Maegor ne cède pas, et il va tout de même se marier à Dragonstone, et c'est Visenya qui va célébrer ce mariage, parce qu'aucun homme religieux ne voulait célébrer ça. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Aenys ne le sait pas. Le roi, il est vexé et il est en colère, et il veut pas aussi se mettre à dos les religieux, et du coup, il propose un choix à son frère. Il lui dit, soit, effectivement, tu mets de côté cette fille, et tu reviens vers ta première femme, soit t'es exilé pendant 5 ans. Et Maegor choisit l'exil. C'est-à-dire en l'an 40, Maegor, il prend son épée, Backfire, il prend son dragon Balerion, il prend sa deuxième femme, Alice, et il s'en va. Il s'en va. Et du coup, il laisse sa femme, Cerise, Hightower, à King's Landing. Le roi, du coup, choisit une nouvelle main du roi, parce que Maegor, je vous rappelle qui était sa main du roi, et il prend un homme religieux, et on dit qu'en fait, cet homme religieux, il pouvait faire des miracles avec le simple toucher de sa main, et du coup, le roi lui ordonne de mettre sa main tous les soirs sur Cerise Hightower, dans l'espoir qu'en fait, il y a un enfant qui apparaisse et que ça redonne, ça ramène la raison à son frère Maegor. Sauf que ça ne marche pas forcément, et même Cerise va très vite se lasser et elle va retourner à Old Town auprès de son père. À ce moment-là, il y a aussi tout le royaume qui est pas content en fait. Et surtout qui n'est pas content, les religieux. En fait, le livre dit que Aenys avait autant de chances d'apaiser la colère des religieux que de rendre fertile Cerise Hightower. En fait, ils se disent que certes, le roi a exilé Maegor, mais il n'a pas pu lui faire appliquer sa décision, qui était d'abandonner cette idée de prendre une deuxième femme. Et du coup, les gens disent, comment est-ce qu'il peut régner sur les 7 couronnes s'il ne peut même pas régner sur son frère? À ce moment-là, King's Landing, ça prend forme vraiment. Et Aenys dit que dans ce royaume va régner du coup sa descendance pendant des décennies. Et du coup, en pensant à cette descendance, il décide de marier son fils Aegon et sa fille Rhaena. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Du coup, forcément, cette nouvelle fait trembler Old Town et fait trembler les religieux qui sont mais contre cette union, parce que, je rappelle encore, pour eux, l'inceste est une abomination. Donc ils disent tout de suite qu'ils condamnent ce mariage, qu'ils ne le reconnaissent pas, qu'ils ont fait une exception pour le conquérant et ses sœurs, mais qu'ils ne vont pas refaire cette exception en fait. Et ils disent bien que n'importe quoi qui sortira de ce mariage, donc sous-entendu n'importe quel enfant, sera une abomination. Voilà. Et lui, il écoute pas. Aenys. En fait, c'est assez surprenant parce que le livre nous dit que Aenys était quand même, comme vous avez vu, quelqu'un de faible. C'est pas forcément quelqu'un qui a des fortes positions et qui reste fidèle. Mais là, en fait, on ne sait pas pourquoi, il était vraiment borné et il voulait absolument marier son fils et sa fille. Et d'ailleurs, Visenya lui dit du coup qu'il a 2 solutions. Soit il annule cette idée du mariage, soit il monte sur son dragon et il va brûler Old Town. Et en fait, le roi, il choisit aucune de ces solutions. Tout ce qu'il choisit, c'est de persévérer. Du coup, il fait un dîner pour fêter le mariage, et lors de ce dîner, il annonce d'ailleurs que son fils Aegon est le prince de Dragonstone. Et là, stupeur dans la salle, parce que jusqu'à maintenant, ce titre était donné à Maegor. Et Visenya, quand elle entend ça, elle se lève furax. Elle prend son dragon Vagar et elle s'en va à Dragonstone. Et on dit qu'elle était tellement énervée que quand elle passa devant l'orbite de la lune, il devient rouge comme le sang. Et en fait, Aenys, il est vraiment trop con. Il se rend pas compte qu'en fait, là, le royaume, il est en train de bouillir. Et qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Il dit à ses enfants d'aller faire une parade. Qu'eux, ils vont avoir les faveurs du peuple et que ça va les rapprocher et tout ça. Du coup, effectivement, ils font cette parade, sauf qu'en fait, il y a personne qui est content. Il y a personne qui fête ça. Rhaena, elle voulait faire cette parade sur Dreamfire, son dragon, mais son père a refusé parce qu'à ce moment-là, son frère n'avait toujours pas revendiqué un dragon, et il voulait pas que ça lui donne une image de faible, en gros, qui soit ridicule parce que sa sœur et sa femme ont un dragon et pas lui. Personne les a félicités. Quand ils sont arrivés à Harrenhal, le Lord a refusé de leur ouvrir les portes. Il leur a dit en fait, soit vous reconnaissez que ma fille, parce que je vous rappelle que sa fille a épousé Maegor, est la femme légitime de Maegor, soit vous allez dormir dans vos tentes dehors. Ils ont refusé, donc ils ont mis leur tente. Sauf qu'entre-temps, il y a des gens du village d'à côté qui sont venus et qui ont commencé à leur jeter en fait des cochonneries à la figure, voilà, vous savez, des saletés, les poubelles et tout ça, et ça a mis en colère Rhaena et Aegon. Aegon, lui, il a commencé à sortir son épée pour se battre, sauf que ses hommes lui ont dit: «Calme-toi, on n'est pas assez nombreux». Et Rhaena, elle s'est pas laissée faire, elle est montée sur, son cheval et elle a dit: «En fait, je vois que vous n'avez pas peur face à une jeune fille, à cheval. La prochaine fois que je reviendrai, je serai sur mon dragon».
Et là, je vous en prie, mais jetez-moi de la nourriture dessus. Mais à ce moment-là, la foi, elle rigolait tellement pas. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement en colère que vous vous rappelez, que je vous ai dit que Ennis, il a pris une main du roi et cette main du roi, c'était un homme religieux. Ben, ils l'ont destitué. Ils ont dit: «On le reconnaît plus comme un septon», en fait, clairement. Le roi lui-même a écrit, aux religieux en leur disant, de le reprendre et que c'était un homme bon et tout ça. Et en fait, on dit que la réponse des religieux était tellement salée que le roi blêmit quand il lut, la lettre et quelques jours plus tard, cette même main du roi, elle va être tuée par des rebelles dans la rue, genre coupée en petites pièces, comme ça, plou, 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 plou. Voilà, coupée en petites pièces, et on les appelle les Warrior Sons, qui seront importants par la suite. Et en fait, face à ça, Ennis, il se dit qu'en fait, peut-être qu'il devrait fuir un peu King's Landing parce que là, la situation, elle est vraiment problématique. Donc, il prépare son voyage et il fait bien parce que même pas 2 jours avant de partir, il y a des gens qui escaladent le château et qui rentrent dans sa chambre, en fait, et qui essayent de le tuer. Genre, il s'en est sorti de justesse. Et du coup, il quitte King's Landing et il se cache à Dragonstone. Et là, il est accueilli par Visenya, qui lui dit clairement que c'est un imbécile et que c'est un faible. Et elle lui dit est-ce que tu penses vraiment qu'on aurait osé traiter ton père comme ça, en fait? Elle lui dit mais tu as un dragon, utilise-le, monte sur ton dragon et fais de Otan, en gros, un second Harrenhal, en fait. Elle lui dit mais si tu veux pas le faire, autorise-moi à le faire, mais laisse-moi en fait brûler, carboniser ces religieux de mes deux, en fait. Clairement, c'est clairement ce qu'elle lui dit. Mais en fait, Aenys, il veut rien entendre. Il demande à la reine d'aller dans sa chambre et il lui ordonne même d'y rester. Et ça va mal parce que il a quitté King's Landing et les rebelles, les Warrior Sons, et en fait, ils ont complètement pris le contrôle de la ville. Ils contrôlent qui est-ce qui rentre, qui est-ce qui sort. Et d'ailleurs, ils disent aux gens vous êtes pour qui? L'abomination ou pour le véritable roi? À Old Town, le Lord de Hightower a bien dit qu'en fait, c'était le grand Septon qui était le véritable roi. C'était juste officieux et pas officiel, en fait. Ces enfants, ils ont arrêté la parade parce que ça devenait trop dangereux et ils se sont cachés dans un château. Et en fait, à ce moment-là, il y a tellement de problèmes que Aenys, qui a 35 ans, paraît en avoir 60. 60. Et il a tout le temps des crampes d'estomac, il a tout le temps des soucis de santé. Euh, Au début, c'était un maître qui s'occupait de lui, mais il n'arrivait pas, et donc c'est Visenya qui a pris le relais. Et il semblait aller mieux, en fait. Et puis un jour, il apprend, enfin un jour, c'est vraiment sur une très courte période, il apprend que ses enfants qui s'étaient cachés dans un château, bah, ils sont encerclés par des rebelles. Voilà. Et là, en fait, c'est trop pour lui. Et 3 jours plus tard, le roi Aenys meurt à 35 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais son règne a été genre super court. Vraiment super court. Et du coup, on va l'enterrer dans les traditions, c'est-à-dire qu'il va y avoir ses 2 fils présents à Dragonstone, donc Viserys et Jaehaerys. Il va y avoir sa femme qui va chanter lors de ses funérailles. Il va y avoir aussi son dragon Quicksilver qui va brûler son corps comme le veut la tradition. Mais il manque une personne à l'appel, en fait. Visenya. Dans l'heure qui suit de la mort de son roi, Visenya, elle a pris Vhagar et elle a traversé les mers. Et quand elle revient, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de son fils, Maegor, et de Balerion, bien décidés à reprendre le pouvoir. Et ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo, qui sera sur le futur roi et le premier usurpateur, en fait, Maegor, que l'on surnomme Maegor le Cruel. Alors, je voudrais vraiment avoir votre avis sur Aenys. En vrai, je pense que c'est quand même indéniable que c'était un roi faible, Aenys. Mais moi, je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de la peine pour lui. Parce que il essayait vraiment. En fait, moi, je pense que sa vraie erreur, c'est pas tant de pas aimer le sang et tout ça, mais c'est de ne pas assez se reposer sur les autres. Il a très bien fait avec les rebelles, c'est-à-dire il n'était pas à la hauteur, donc les gens se sont occupés de ça pour lui, et pour moi, ça, c'est pas grave. Mais le fait que, après, avec les religieux, il ait refusé toute aide, qu'il a juste persisté dans son idée de marier ses enfants sans, comment dire, sans se protéger, sans autoriser Visenya
Je dis pas qu'il fallait tout brûler Old Town, et d'ailleurs, c'est pas non plus ce que voulait faire Visenya, parce que je vous ai dit Old Town, mais en fait, ce qu'elle voulait surtout brûler, c'était les religieux. Euh, je sais pas, je pense à la limite, il aurait fallu juste prendre son dragon, aller et demander le Grand Septon. Vous voyez ce que je veux dire? Juste demander à ce que le Grand Septon se rend et l'exécuter en tant qu'exemple. Mais en même temps, je me dis, la politique, c'est jamais facile. Est-ce que s'il avait pas fait ça, ça aurait pas encore plus enflammé les esprits? Euh, je sais pas, parce que franchement, les religieux m'avaient l'air bien déter. M'avaient l'air bien déter, et vous allez voir que du coup, c'est Mégor qui va arranger ça. Je ne vous dis pas comment, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais voilà, moi je pense vraiment que Aenys, c'est la preuve. Et en fait, Aenys, je trouve que c'est intéressant de l'étudier avec Mégor. Parce que les deux, c'est une bonne leçon. Faut pas être trop cruel, il faut pas être non plus trop gentil. Faut un entre deux. Voilà. Et je pense que vous verrez aussi par la suite, Mégor, en fait, il était pas si cruel que ça, en vérité. Vraiment. Voilà. En fait, pour moi, il était vraiment très cruel avec les femmes, mais avec les hommes, en tant que roi, je le trouvais pas si cruel que ça. Mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. C'est pour ça que ce sera la prochaine vidéo, parce que je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur Alicent, où on va analyser Alicent de la saison 1. On va essayer de rentrer dans sa tête, de comprendre ses manières de penser, et tout ça. Et après cette vidéo, ça sera la vidéo sur Mégor le Cruel.